Bonjour à tous, merci d'assister à ce webinaire organisé par la Cité de la RSE et de l'Impact en partenariat donc avec Anne Claveau que vous voyez tous. Ce webinaire est organisé dans le cadre d'une programmation que nous proposons, une programmation qui est pour l'heure intégralement virtuelle et qui se constitue d'émissions, d'interviews et de webinaires. Nous ne désespérons pas un jour de vous retrouver dans nos cités de la RSE physiquement pour des meet-up et des conférences. A priori, ce n'est pas à l'ordre du jour dans les prochaines semaines. Donc, la Cité de la RSE est portée par la Fondation ECOS, dont le but est de promouvoir l'organisation responsable. Pour ce faire, nous avons mis en place un certain nombre d'outils numériques à destination des entreprises et des organisations, permettant la mise en relation avec des partenaires dont Anne fait partie, pour accompagner ces organisations vers une pratique de la RSE vertueuse. Nous avons également un outil de gestion de projet, une Impactothèque dans laquelle vous retrouvez un certain nombre de documents à lire, à écouter ou à visionner pour pouvoir en savoir plus sur la RSE, et également un média, dont je vous mettrai le lien dans le chat, sur lequel vous pourrez retrouver donc les émissions, les interviews, les webinaires, un certain nombre d'articles. Je vais donc laisser Anne vous présenter le sujet du jour. Merci Hélène, et merci donc de m'inviter à nouveau pour représenter donc ce thème, je pense, qui nous concerne tous en ce moment. Alors j'avais une première question, alors on va essayer d'être un peu interactif dans la mesure du possible. Donc on va effectivement parler du stress et essayer de voir comment on peut mieux vivre ce stress. Donc je me présente avant tout, effectivement. Moi je m'appelle donc Anne Claveau, je suis coach certifiée, je suis formatrice. Donc j'accompagne des dirigeants, managers, avec un focus sur l'intelligence émotionnelle en entreprise, en management. Donc on va en parler un petit peu, puisque effectivement la gestion du stress fait partie de l'intelligence émotionnelle. Je me suis permis, pour annoncer, on va dire, le webinaire, vous poser cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry, et qui nous dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, et l'essentiel est invisible à l'œil nu ». Donc l'idée, effectivement, c'est peut-être de ressortir un peu de notre esprit et de reprendre conscience également de notre corps, de nos sensations, de notre cœur, en fait, voilà, de l'ensemble de nos émotions, et ne pas être seulement dans une posture d'esprit, j'allais dire. Ma première question, ça serait déjà de vous demander de donner sur une échelle de 0 à 10, quel serait votre niveau de stress en ce moment? On est à 5 sur 10, 8, 3. Très bien. Donc, pourquoi est-ce que le stress fait partie de l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, c'est une métacapacité. En fait, l'idée, c'est que, on va le voir, le stress en est une des composantes, puisque le stress est une émotion. Donc, on va essayer de tenter de voir comment on peut essayer de prendre plus conscience de ce stress et comment on peut jouer dessus. Mais l'essentiel, c'est bien ça, c'est de relier notre corps et notre tête. Donc un peu ce que vous voyez, ce cerveau gauche, rationnel, cartésien, que l'on a énormément favorisé par rapport à ce cerveau droit. Alors bon, en fait, il n'est pas vraiment comme ça dans la tête, il est plutôt devant, derrière, mais par rapport à ce cerveau droit, intuitif, émotionnel, et qui en fait nous donne toutes les informations liées à nos sensations physiques. Donc l'intelligence émotionnelle, du coup, elle ne remplace pas l'expertise et les compétences techniques, parce que celles-ci resteront toujours nécessaires. En revanche, c'est la façon dont vous mettez en œuvre ces compétences qui va faire la différence et qui va déterminer votre niveau de réussite. Voilà, donc c'est en cela effectivement que l'on va voir, parce que le stress est quelque chose qui nous coupe en fait de pas mal de nos potentialités. Autant pendant longtemps, on a voulu mettre à part les émotions du monde professionnel, pensant qu'elles allaient comment dire, fausser notre jugement et nous faire prendre des décisions et donc des comportements qui soient tout à fait inappropriés. Eh bien aujourd'hui, en fait, on revient là-dessus et on en fait une force, effectivement. Elles sont devenues une solution, d'une faiblesse, effectivement, une force, et puis d'un frein, elles sont une richesse. Donc en intelligence émotionnelle, en travail, vous voyez, je vais passer rapidement, mais sur toute cette partie qui est la connaissance de soi, et effectivement donc nos forces, nos faiblesses, mais nos émotions, et également dans notre honnêteté par rapport à la perception de nos émotions.
Il y a effectivement toute cette partie de gestion du stress dans laquelle on va parler maintenant, la façon de nous exprimer également, une fois qu'on sait effectivement reconnaître nos émotions, comment on peut s'exprimer de manière le plus assertive possible. Le stress, effectivement, et l'intelligence émotionnelle jouent sur la prise de décision. On va voir, puisqu'effectivement, ça va jouer sur notre capacité à analyser correctement la situation, à faire les bons choix, également à savoir qu'est-ce qui motive nos décisions, donc quelle est la motivation qui va nous permettre d'avancer et de ne pas procrastiner. Et puis, bien sûr, tout ce qui est les relations humaines, la compréhension des émotions de l'autre et la compréhension donc d'emmener tout le monde vers un même projet, de fédérer et de créer de la connexion, en fait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que le stress? Définition du stress. Alors déjà, c'est une réaction de l'organisme, hein. Donc, on est bien dans quelque chose de physique. C'est il y a une agression, un choc extérieur et on a une réaction physique nerveuse qui peut devenir donc excessive, alors qui se manifeste par en général la tension. Alors dans les mains, ça peut être la crispation de la mâchoire, du regard. C'est également des tensions dans le dos. On peut être effectivement soit donc un stress qui fait qu'on est prêt effectivement comment dire, à être dans l'action, ou un stress qui a plutôt tendance à nous abattre, genre voilà, d'abattement physique. Donc voilà, le stress c'est cet ensemble de réactions physiques qui concerne tout le monde. Alors ça peut être sur une courte durée. Le problème c'est que quand ça perdure, là ça en vient sur quelque chose qu'on avait appelé l'anxiété et qui devient pathologique. Alors, je voudrais vous relayer également la définition de l'OMS, qui date de 2001, mais que je trouve très intéressante dans notre sujet parce que, en fait, elle dit que le stress apparaît chez une personne dont les ressources et la stratégie personnelle, en fait, sont dépassées par les exigences liées à l'environnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et on va le dire dans le contexte aujourd'hui, c'est se dire comment je vais faire, quelles sont mes ressources, et on a l'impression qu'on n'a pas accès, qu'on ne va pas trouver en nous nos capacités à nous adapter et à trouver les réponses, et donc les prises de décision et les comportements adaptés à la situation qui se présente. Alors, quelles sont les principales causes de votre stress? Est-ce que vous avez quelques réponses possibles? Je vais vous en donner, mais commencez à écrire. Alors, bien entendu, la surcharge de travail, le stress professionnel, qui est le plus représentatif et qui nous occupe un peu aujourd'hui. Tout ce qui est les examens, la réussite, l'échec, l'erreur, la faute. Les difficultés financières, les soucis d'argent et les difficultés relationnelles. Et enfin, incertitude, inquiétude face à l'avenir, les situations inconnues. Alors, j'ai effectivement mis en avant ces difficultés relationnelles parce que, quelque part, notre réaction au stress, et on va le voir ensuite, dépend énormément de notre conditionnement par rapport à notre fonctionnement dans notre environnement. De par notre éducation et notre culture, on est très souvent, notre stress vient en fait de l'image de l'autre, l'image que l'autre va avoir de nous, qui fausse énormément nos résultats et qui nous crée cette tension en fait. Voilà. Donc ça, c'est une donnée importante à prendre en compte. Dans les réponses, Anne, on a aussi l'avenir de nos enfants. Oui, c'est ça, c'est l'incertitude, effectivement, tout à fait. L'incertitude sur l'avenir, qui est une question c'est quelque chose de très important. Je l'avais dit lors du dernier séminaire, c'est-à-dire que notre cerveau n'est pas capable de projeter du vide. Donc, on est obligé, effectivement, là, cette incertitude, on ne peut pas ne pas la laisser comme ça, sans rien. On est obligé d'y mettre quelque chose, et donc, de par culture, on a tendance, effectivement, à avoir quelque chose en noir. En plus, il faut quand même bien voir qu'aujourd'hui, on est toujours en train de nous envoyer du stress. Donc, on a un fonctionnement qui est assez curieux, en fait, mais quelque part, c'est très manipulateur, hein, en fait, de nous gérer du stress, puisque quand on nous envoie du stress comme ça, bien sûr, ça nous inhibe dans notre capacité de prendre les meilleures décisions et d'agir. Donc, c'est extrêmement pénalisant. Alors, quels sont les symptômes du stress? Les voilà. La liste n'est pas exhaustive. Vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines choses. Et donc, quand je vous dis qu'effectivement, l'idée, c'est bien de retrouver conscience de nos corps et de nos émotions, essayer de comprendre ce qui se passe et de ne pas rester uniquement dans la pensée, c'est bien parce que le stress, c'est un signe que quelque chose ne va pas.
C'est un peu comme la douleur, hein. Si vous avez une douleur, vous avez mal à la tête, vous avez mal au ventre, vous êtes en train de dire, OK, il faut que je prenne un médicament, il faut que je fasse attention à ma nourriture, il faut que je dorme, et si ça perdure, il faut que j'aille voir un médecin et que je fasse des examens. Et là, en fait, effectivement, derrière cette douleur, c'est de se dire, OK, mais qu'est-ce que je fais qui ne fonctionne pas, en fait? Voilà. Parce que le stress, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, à un moment donné, l'attitude que vous avez ne permet pas de résoudre la situation qui se présente à vous. Alors, c'est ça le stress. Comment ça se déclenche? Donc, on a effectivement cette situation extérieure, cet événement, cette situation déclenchante qui se présente spontanément à nous, qui déclenche cette émotion qui est le stress. Donc, on se retrouve dans une phase de stress. Donc, on a quand même une information, vous voyez, qui vient nous donner voilà, cette situation de stress. C'est-à-dire que physiquement, ce sont bien nos 5 sens qui nous envoient cette information. Donc, on est dans cette information, elle nous demande quoi? Elle nous dit, effectivement, il y a quelque chose aujourd'hui qui ne fonctionne pas. La façon dont je me comporte ne me permet pas de répondre de manière satisfaisante à la situation. Il faut que je trouve une autre façon de procéder. Et c'est là, effectivement, où il va falloir aller chercher cette façon de procéder. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le stress, il y a 2 facteurs. Il y a le stresseur et la stressabilité. Le stresseur, on l'a vu, c'est ce phénomène extérieur qui vient et qui, subitement, déclenche un niveau de stress. Donc, et la stressabilité, c'est notre propre réceptivité face au stress. C'est notre fonctionnement personnel. Alors, autant effectivement, le stress nous dit que c'est un signal pour nous dire que ça ne fonctionne pas, que la façon dont on se comporte effectivement n'est pas adaptée à la situation. Mais il y a aussi le fait que chacun, vous l'avez vu, a un niveau de stressabilité différent. Quelles que soient les situations, on va par exemple sur des choses très simples dans la vie quotidienne, la façon de gérer un dossier. Certains vont vouloir être très en anticipation, avoir fini 24 heures avant la présentation du dossier, etc., pour pouvoir être effectivement dans les meilleures conditions. Donc, et autrement, ils vont se retrouver en niveau de stress. Quant à d'autres personnes vont se dire, tiens, moi, ça me va très bien, voilà, 1 heure avant, une demi-heure avant, bah, voilà, je suis confiante et effectivement parce que je sais que je vais m'adapter à la présentation. C'est également aussi la façon d'autres personnes vont être stressées par rapport à la ponctualité, quand d'autres vont, pour qui ça ne va poser aucun problème. On le voit effectivement dans la pandémie, sur notre réaction par rapport à la maladie, au risque de cette maladie, par rapport effectivement au manque effectivement, que l'on peut avoir aussi sur toutes les contraintes qu'on nous fait vivre aujourd'hui. Donc, c'est ce phénomène de stressabilité que l'on peut, sur lequel on va pouvoir intervenir. Alors, quelque chose d'important, donc, sur la stressabilité, c'est ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, notre cerveau est toujours en train de penser. Donc, on a toutes sortes de choses qui nous inquiètent. Vous voyez, par exemple, vous l'avez dit, l'avenir de nos enfants nous inquiète. Et pourtant, c'est l'avenir. Si ça se trouve, si je prends un exemple, les enfants, ils ont peut-être 4-5 ans, on est dans quelque chose qui date dans 15 ans. Quelle est la perspective qu'on peut avoir de la vie dans 15 ans? Aujourd'hui, honnêtement, on n'en a aucune. Et pourtant, on est en train de s'inquiéter de ça. Donc, on est vraiment, en fait, donc, du coup, en train de créer des constructions cognitives abstraites qui n'existent pas, qui ne sont pas une réalité. Et on crée ces constructions qui nous stressent et qui nous inquiètent. En général, voilà les choses qui peuvent se produire et voilà les choses qui arrivent vraiment. Donc, vous voyez, dans une idée de ce que notre pensée, notre cerveau fait et ce qui nous concerne vraiment. Donc, si on reste, donc en général, il y a effectivement voilà, 90% des choses qui nous inquiètent qui n'arrivent pas. Donc, si on se rend compte en fait du niveau de stress et d'inquiétude que l'on peut avoir, d'émotions liées à ça, elles, par contre, elles sont complètement, elles sont aussi réelles et aussi vraies, et le ressenti est aussi fort que si nous étions dans une situation réelle qui vient de se produire. C'est là où effectivement, donc, vous voyez le poids et l'importance de notre pensée sur notre fonctionnement, qui effectivement va induire toutes sortes de comportements, alors qu'en fait, ce n'est qu'une construction, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. En fait, si vous voulez, derrière, il y a essentiellement de la peur. On est donc, la peur, de toute façon, c'est une émotion centrale. Quand vous dites j'ai peur effectivement de l'inquiétude de mes enfants, quand on a peur de savoir si on va encore avoir du travail, quand on a peur effectivement là, de savoir si on va être confiné ou pas confiné, des incidences que ça va avoir, est-ce que l'école va ouvrir ou va rester,
rester ouverte ou va être fermée. Tout ça, effectivement, c'est une peur, en fait, et de se dire, voilà, où on se sent, à dire quels sont qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place. Et en fait, donc on commence à s'inquiéter de quelque chose qui n'existe pas. Et là, c'est aussi l'idée que, comme si s'inquiéter à l'avance de quelque chose qui n'existait pas nous permettait de trouver les meilleures solutions pour y faire face, qui est une croyance qui est assez fausse en fait. Hein. Donc, c'est l'idée de savoir comment on va pouvoir s'adapter à ça. Mais derrière tout ça, en fait, on a un instinct de survie qui est très fort et qui se déclenche en fait dans ces situations. Et même si on n'est pas dans une situation de survie, malgré tout, en fait, ce sont émotionnellement les mêmes réactions automatiques que l'on a vis-à-vis de notre survie et qui est de faire face effectivement donc à notre famille, à nos besoins de nourriture, de sécurité, effectivement de confort, d'avenir, etc. Donc on est vraiment dans cette, c'est notre hypothalamus qui réagit comme ça sur toutes les situations que l'on peut voir. J'avais un collaborateur directeur adjoint qui à une époque, parce qu'il faut ramener les choses à des choses très terre à terre, et lorsque donc, j'étais directrice d'agence, et bien entendu, il y a des moments où on se retrouve dans des situations où le dossier que l'on porte pour notre client, on rencontre quelques difficultés vis-à-vis, par exemple, des services de crédit pour les mettre en place, etc. Donc, voilà, et on commence, bon, voilà. Et quand mon objectif à ce moment-là est bien sûr de donner satisfaction au client, on se retrouve un peu pris au piège avec un certain stress ou de savoir si ça va être fait dans les temps pour permettre l'achat, etc. Parce qu'il y a quand même toujours des projets importants derrière et donc dans lesquels on s'investit. Et mon directeur adjoint me disait à ce moment-là, alors, je ne sais pas, c'est un proverbe, il me dit un proverbe chinois, je n'ai pas réussi à confirmer que c'était réellement un proverbe chinois. En fait, il me disait, mais pourquoi tu stresses? Est-ce qu'il y a une solution? Oui. Bah alors, ce n'est pas la peine de stresser. Et est-ce qu'il y a une solution? Non. Ben, c'est tout aussi inutile de stresser. Donc, sur le moment, ben, au moins, ça a la capacité de faire sourire. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, à un moment donné, on va le voir, c'est se poser et se dire qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation, puisque ce stress, autrement, nourrit le stress. Et alors, on le voit, en fait, essentiellement, en quoi c'est un problème d'être stressé. Ben, c'est surtout que ce stress et cette peur, elle a de très fortes conséquences sur notre comportement et sur notre capacité à avoir accès à notre potentiel. En fait, elle nous affaiblit énormément. C'est énergivore, en fait. Donc, effectivement, nous perdons toute notre énergie. Elle nous coupe de notre lien avec nous-mêmes. Elle nous coupe de notre accès donc à nous. Alors, ce que je disais un petit peu le cœur au départ, mais également notre intuition, donc notre potentiel, nos capacités. Et donc, le stress nous limite encore plus et nous limite aussi dans nos interactions avec les autres, en fait. Donc, en fait, on a une grande déperdition de ce qu'on pourrait être capable de faire ou de ce que l'on pourrait être capable de faire collectivement. Donc, bon, voilà, ça me paraît une évidence, mais en fait, quand on est à un niveau de stress de 8, ça veut dire qu'en fait, on oublie un certain nombre de nos capacités à pouvoir faire aux situations qui vont se présenter. Alors, les réactions au stress sont au nombre de 3. Alors, on les appelle les 3 F. C'est donc fight, flight, freeze, puisqu'en anglais, donc voilà comment ça se dit. Alors, fight, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est une première réaction de stress qui est d'être dans la lutte. Donc, en général, là, c'est parce qu'effectivement, face à une situation, celle-ci nous paraît parfois souvent, par exemple, provoque de l'injustice chez nous, et on va être dans la volonté de la dominer, de s'imposer. Voilà, de prendre le dessus sur l'autre. Donc là, on est dans une tension physique avec en général les poings serrés. Alors il y a tout également un influx physique hormonal qui nous met dans cette capacité d'être dans l'attaque. Hein. Alors peut-être on s'est senti attaqué hein, et donc on a l'intention de riposter. Et donc on a cette volonté effectivement de prendre l'initiative, d'agir et de ne pas se laisser faire. Après, il y a la fuite. Alors, la fuite, en général, c'est plutôt ça crée de l'agitation, en fait. Hein. On est un peu en train de faire tout et rien et d'être dispersé, mais pas faire ce qui devrait être fait. On est incapable de se concentrer sur ce qui devrait, c'est ce qu'on nous demande à ce moment-là, ce qui est nécessaire. Et voilà, on veut essayer donc
aussi de se faire un peu oublier. Et alors, le dernier qui est freeze, là, en fait, on est carrément incapable d'agir. On est dans une question d'abattement. L'idée, bien sûr, c'est de se faire oublier, là, ou alors également de demander de l'aide, hein, d'avoir un besoin d'être protégé. Et alors là, par contre, on n'est plus du tout capable, du coup, d'agir et donc de prendre une initiative, alors que la situation, a priori, nous demanderait peut-être d'aller chercher quelque chose d'un peu différent, de trouver une autre façon de faire, de prendre une autre décision, un autre comportement. Donc l'idée, est-ce que chacun d'entre vous a une idée de la façon dont il réagit le plus souvent, sachant qu'on peut avoir une réaction un peu dominante, mais que ça dépend aussi vraiment du contexte. Parce que certaines situations, par exemple professionnelles, vont nous faire réagir en mode lutte, fight, et alors que d'autres vont créer, alors peut-être lorsqu'il y a un contexte émotionnel, peut-être familial, amical, plus fort, avec un certain abattement, une sorte de résignation. Après, on peut aussi passer par ces différents niveaux, c'est-à-dire être en lutte, en fuite et finalement en inhibition. Si je fais un peu une analyse du confinement, je dirais qu'il y a un petit peu de ça quand même, avec cette espèce d'attentisme maintenant, et d'attendre qu'il y ait un phénomène extérieur qui nous permette de nous remettre dans l'action. Je me reconnais dans les trois, mais plus régulièrement en fight, voire en freeze. Et Oui. quelqu'un d'autre qui dit fight également. Alors c'est vrai, donc souvent on se reconnaît d'ailleurs plus souvent en fight, peut-être parce que c'est celle qui s'assimilait à la colère, donc on en a, c'est un comportement qui nous marque parce qu'en plus on peut effectivement le regretter. Et puis en fait la colère arrive souvent lorsqu'on a touché une de nos valeurs, qui est très importante. Et donc à ce moment-là, on se dit, tiens, là, effectivement, ça, c'est quelque chose de très instinctif de réagir quand notre valeur est touchée. On verra tout à l'heure, effectivement, que c'est là où on peut prendre conscience, effectivement, de sa façon de réagir. Alors, c'est vraiment ça, si vous voulez. Habituellement, lorsque l'on est dans une situation de stress, ou face à une situation de stress qui se présente, donc on a notre stress qui démarre, et on se dit, il faut que je change vite cette situation, et comme ça, je vais revenir au calme et tout ira bien. Alors, si on prend ce mode de fonctionnement, depuis 1 an, on va se rendre compte que c'est un peu compliqué. D'autant plus parce qu'en fait, essentiellement, alors, certaines situations, peut-être qu'on a l'impression d'avoir la main, mais en fait, sur le contexte général, on n'a pas la main. Et donc, l'idée, c'est plutôt le contraire. Donc, avec l'approche neurocognitive comportementale, c'est bien de se dire, en fait, j'ai une situation déclenchante. Comme je vous l'ai dit, effectivement, on perd si on reste en stress, on perd l'accès à nos capacités, en fait. Donc, c'est de revenir d'abord au calme. Et qu'à partir du moment où on va revenir au calme, on va pouvoir avoir accès à toutes les potentialités pour résoudre au mieux et peut-être de façon plus originale la situation qui se présente. Donc l'idée c'est bien ça, comment est-ce qu'on fait en fait pour avoir un retour au calme? Alors c'est bien là où ça touche vraiment à l'intelligence émotionnelle, c'est bien d'être conscient de notre corps, c'est bien être conscient au moment où le stress démarre, vous le sentez, et là j'aurais envie de dire même déjà en ce moment, puisque vous avez été capable de noter sur une échelle votre niveau de stress, si vous faites une pause là et que vous respirez un peu, d'après vous, où est-ce qu'il se situe votre stress? Descendez, partez de votre tête. Est-ce que vous avez, je sais pas, les sourcils froncés, vous avez un peu mal à la tête? Comment est votre mâchoire? Est-ce qu'elle est tendue? Vos épaules? Est-ce qu'elles sont descendues? Est-ce qu'elles sont levées? Comment ça se passe dans votre poitrine? Est-ce que vous avez un poids dans la poitrine ou dans la gorge ou dans le ventre? Comment sont vos mains? Comment sont vos poings? Est-ce qu'ils sont relâchés ou est-ce qu'ils sont tendus? Faites un peu ce petit travail d'introspection comme ça, tout en respirant le plus lentement possible. Et donc l'idée, c'est effectivement, si vous voulez, de revenir à soi et de prendre conscience, en fait, juste par quelques minutes, en train de se dire quand on sent ce stress qui monte, parce qu'il y a un événement extérieur, donc en fait, je ne sais pas moi, justement votre collègue qui devait vous donner les éléments nécessaires pour finir votre dossier pour la présentation, et puis poum, il ne le fait pas. Il est en retard, et donc là, vous sentez plusieurs choses, hein. La peur de ne pas être prête à votre présentation,
Donc la peur du jugement, la peur de la critique, etc. Parce que ça, c'est quelque chose d'essentiel, la peur de l'échec. Et puis, il y a aussi le fait que vous soyez touché dans vos valeurs. Il ne m'a pas respecté. Ou alors, il n'est jamais à l'heure. Il se fout de moi, etc. Et c'est là, effectivement, d'ailleurs, où on est en mode fight, hein, souvent. Donc, on a à la fois, et on va se retrouver en même temps un peu tétanisé, parce que qu'est-ce que je peux faire pour faire ma présentation? Donc, quand on sent en fait ces sensations physiques réellement et revenir à son corps et écouter ce qui se passe, commencer à bien respirer pour essayer de faire redescendre cette pression. Alors après, il y a quelques petits trucs qui peuvent être intéressants. Lorsqu'on sent ça monter, vous pouvez mettre votre main ici, sur votre front, et l'autre derrière votre nuque. Et vous prenez 2, 3, 4 grandes respirations profondément. Tout simplement parce que le fait de faire ça, ça fait influer le sang à la tête. Et donc, ça permet effectivement de remobiliser effectivement nos capacités physiques. Et puis après, l'idée, si vous voulez, parce que je vous entends un peu derrière l'écran, même si vous ne réagissez pas beaucoup, et puis que je ne vous vois pas surtout, hein, ce qui est un petit peu dommage, donc je ne vois pas vos ronds de sourcils peut-être, ou vos interrogations, mais c'est qu'effectivement, vous allez vous dire, ouais, ok, c'est sympa, mais moi, dans ma journée, je n'ai pas le temps de faire ça. Et alors, le problème, il est un peu là. C'est-à-dire que si vous êtes à 8 d'anxiété, ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, le stress, il génère du stress. Et puis, c'est un cercle comme ça, qui fait que de toute façon, si vous démarrez votre journée avec du stress, chaque événement que vous allez vivre, vous allez l'envisager sous une forme négative et il va rajouter du stress. Chaque imprévu va être « Ah, bien entendu, ça se passe aujourd'hui, comment je vais faire face à ça? Ah, maintenant, il y a encore ça, etc. » Et vous allez arriver à midi, vous allez être déjà presque au maximum. Donc, l'idée, effectivement, c'est bien effectivement de prendre un engagement vis-à-vis de soi et de se dire comment je peux faire pour rester dans un cadre le plus calme possible. Comment je peux limiter mon stress. Donc, répondre à mes besoins physiologiques minimums. De dormir, de manger comme il faut, de bouger, de prendre l'air, d'avoir une activité physique. Mais c'est aussi, alors je sais bien qu'aujourd'hui c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut prendre cet engagement de savoir comment je gère ça. C'est aussi avoir un relationnel enrichissant et se faire plaisir, retrouver de la joie, retrouver du sourire dans ce qu'on fait et du plaisir dans ce qu'on fait. Parce que lorsque vous êtes en stress dans votre travail, bien entendu, vous n'êtes pas dans le plaisir, vous êtes dans l'urgence, vous êtes dans la peur. Donc comment en fait, à un moment donné, on arrête ça et on se redit en fait, qu'est-ce qui m'apporte du plaisir et comment je mets du plaisir dans ce que je fais. Et j'ai envie de vous demander quel est l'engagement que vous pouvez prendre vis-à-vis de vous-même pour changer cette situation-là. Parce qu'on peut effectivement se dire qu'on ne peut pas changer le stress parce que notre environnement nous stresse. Et que donc nous n'avons pas la main dessus parce qu'on nous demande toujours plus et parce qu'il y a effectivement des choses, je sais bien, d'être à l'heure au bureau, d'aller chercher les enfants, de faire manger les enfants, de faire ce genre de choses, de rendre un dossier, enfin, tout est assez calé. Ce qu'il faut comprendre à un moment donné, c'est se dire, est-ce que je veux essayer d'inverser la situation? Parce que si je continue comme ça, on l'a vu, on sait que vous êtes à un niveau de stress très élevé, on sait effectivement tous les mots en fait, puisque le stress est un signal qui vous dit là ça ne fonctionne pas, si tu continues comme ça, ça va aller de pire en pire. Donc ça va être sur des insomnies, des maux de tête, des sommeils, etc. Toutes sortes de, enfin oui, l'insomnie et le sommeil c'est pareil, mais toutes sortes d'autres problématiques, qui peuvent être d'ailleurs des problématiques de peau, n'importe quoi, qui vont se manifester parce que votre corps va manifester ce que vous n'écoutez pas. Donc l'idée effectivement c'est de jouer en avance et ça peut être aussi de se dire tous les 3 quarts d'heure je fais une petite pause pour tout simplement parce que mon cerveau va être très concentré de manière très forte pendant 3 quarts d'heure et donc après je vais redescendre, je fais une pause qui peut être très simple, hein, c'est je me lève, je peux aller prendre un café, un verre d'eau, faut pas abuser de la caféine non plus, discuter avec une collègue, échanger sur 2 mots, alors on échange sur un dossier mais on échange aussi sur quelque chose d'autre parce que ce relationnel est important. Et puis effectivement voilà, et être dans quelque chose d'un petit peu de plaisir et puis on revient et on recommence. Donc effectivement, voilà, c'est essayer de réfléchir sur l'engagement que vous allez pouvoir prendre d'ici la fin du webinaire, vous me direz ça. Et donc l'idée c'est ça, c'est se dire que il faut arrêter de se dire que c'est impossible.
On le sait, en intelligence émotionnelle, on a la possibilité de reprogrammer nos neurotransmetteurs. On a la possibilité d'essayer de changer, en fait, vous voyez, toutes ces constructions neurocognitives dont on a parlé, et de se comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. Mais que si nous acceptons nos pensées, en fait, elles vont diriger notre vie, nos émotions et donc nos comportements. Si vous avez peur ou c'est une anxiété de faire quelque chose, si vous dites que cette situation va mal se passer, elle va effectivement très potentiellement mal se passer. Et après, effectivement, même pour être dans le physique, il y a des choses assez simples lorsqu'on se lève le matin et dans la journée. Plutôt que d'être, vous voyez, parfois on se laisse aller physiquement abattu parce que le stress effectivement est trop fort en fait. Hein. Eh bien, c'est à des moments, c'est effectivement reprendre le sourire. Et il y a quelque chose, alors voilà, j'ai dit sourire parce que c'est ce que je voulais vous dire, c'est se remettre à sourire en fait. C'est quelque chose qui avait été fait par Daniel Goleman, qui avait fait un test en fait, en demandant aux personnes pour répondre à plusieurs questions, pour voir en fait de quelle mesure elles allaient être plutôt des réponses plutôt positives ou optimistes. Et en fait, on avait un groupe qui devait tenir le stylo comme ça dans la bouche, donc ce qui faisait que la bouche était en position de sourire, alors que l'autre en fait devait tenir en fait dans l'autre sens, la bouche était ne pouvait pas du tout sourire. Et on s'est rendu compte effectivement que le fait de sourire envoie à notre cerveau des informations comme quoi tout va bien. Et donc, si tout va bien, effectivement, on va être beaucoup plus en capacité eh bien, d'envisager les choses positivement et d'aller chercher toutes les solutions que l'on peut avoir en nous pour nous adapter à cette situation. Alors, il y a autre chose aussi qui est intéressant à faire pour prendre de la distance justement avec nos pensées, et bien se rendre compte qu'elles ne sont pas notre réalité. C'est un petit exercice pour décoller nos pensées. Donc, l'idée, en fait, c'est de les noter et de les verbaliser. Alors, par exemple, vous êtes dans une réunion et vous vous dites de manière automatique, et bien sûr on s'identifie à notre pensée, on se dit oh, je pense que la réunion va mal se passer, je ne vais pas réussir à m'exprimer correctement, et puis X va passer son temps à monopoliser la parole, et donc du coup moi je vais me mettre à bafouiller parce que ça va m'agacer, etc. Et donc l'exercice, alors qui peut comme ça paraître artificiel, fastidieux, mais c'est à l'avance de reformuler ça en disant j'ai la pensée que la réunion va mal se passer, j'ai la pensée que X va monopoliser l'attention et va intervenir de manière intempestive. C'est effectivement prendre décoller effectivement ce qui est du mode de pensée de ce qui est du mode de la réalité. Et en faisant ça un peu régulièrement, vous allez vous rendre compte que vous changez vos habitudes, c'est-à-dire que vous envoyez à votre cerveau une autre information qui vous dit en fait, vous n'êtes pas obligé, les choses ne sont pas obligées de se passer comme ça. Vous reprenez le contrôle sur ce que vous voulez vivre en fait, sur le comportement, sur l'attitude et la réponse que vous voulez avoir dans cette réunion. Et les choses ne sont pas immuables en fait. Le contexte n'est pas maître en fait de la situation. Vous avez toujours la possibilité effectivement d'intervenir et de changer les choses. Voilà, c'est un peu, en fait, c'est un conditionnement qu'il faut changer, voilà, qui est intéressant et qui est possible de changer. Et j'ai envie de vous demander quel serait votre engagement, vous, aujourd'hui, vis-à-vis de vous-même, sur ce que vous pouvez faire pour baisser votre stress. Qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien aujourd'hui? Pendant que vous faites votre réponse, donc je poursuis effectivement là-dessus. Et donc, c'est cette idée-là, effectivement, que les choses qu'on a pouvoir de travailler là-dessus. Ce qui peut vous intéresser aussi, mais on reste toujours dans cette idée qu'effectivement on travaille sur le stress et qu'effectivement on trouve des solutions pour diminuer notre stress. C'est la première étape. À partir de là, on peut travailler, il y a plein d'exercices qui nous permettent d'anticiper, si vous voulez, ces constructions cognitives que l'on fait et de voir dans quelle situation je réagis plus au stress. Et le but, c'est de développer cette intelligence adaptative et de déconstruire ces modes de pensée, de décloisonner nos comportements. On peut par exemple travailler sur des valeurs. Si vous réagissez, vous êtes en lutte par rapport à certaines situations, vous allez pouvoir identifier derrière. Qu'est-ce qui fait que ça provoque cette colère, en fait, hein, cette envie de lutte ou de vous imposer. Donc on peut identifier cette valeur et on va essayer de travailler sur quel est l'intérêt de cette valeur et qu'est-ce qu'il est possible d'envisager de voir cette valeur autrement.
c'est aussi le fait de travailler sur il y a différents exercices qui nous permettent aussi d'envisager les choses avec un autre filtre, en fait, que celui qu'on a habituellement, automatiquement, de par notre propre conditionnement éducatif, culturel. Voilà. J'aime bien aussi, donc, je commence avec une citation, je finis avec une autre. Et j'aime bien celle-ci alors, de Marc Aurèle, et qui est l'idée effectivement de nous donner la sérénité d'accepter les choses que l'on ne peut pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Et donc pour faire ça, effectivement, pour avoir en fait cette sagesse, c'est avoir ce retour au calme. C'est être ici, effectivement, donc assez zen, effectivement, avoir ce moment de recul par rapport à la situation, la regarder comme si on était à l'extérieur de cette situation et se dire en fait, qu'en est-il vraiment? Quel est l'enjeu dans cette situation? Est-ce que c'est si important? Qu'est-ce que je peux faire en fait? Est-ce que je peux agir? De quelle manière je peux agir? Et sur quoi je ne peux pas agir? Et que je dois accepter. Et donc, je vais me reporter mon énergie sur autre chose qui va effectivement m'apporter de la satisfaction. Voilà, j'ai terminé la présentation. Est-ce qu'il y a un peu d'échange, un peu de questions, de réactions peut-être? Alors vous-même, Hélène, qu'est-ce que vous pourriez faire? Quel engagement pourriez-vous prendre pour diminuer votre stress? Alors déjà, je crois que moi, il faut que je sois un peu moins en mode automatique, parce que je crois que je fais beaucoup de choses sans même m'en rendre compte, etc. Je pense que la caféine aussi, va falloir que je fasse un petit effort, ça c'est sûr, et ouais, peut-être vivre dans l'instant. Après, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est le fight. Bon, moi, souvent, c'est pas généralement fight contre forcément un collègue ou quoi que ce soit, c'est plus le fight dans le sens, voilà, la nécessité de contrôler, de maîtriser ce que je ne contrôle pas et ce que je ne maîtrise pas. Et donc, je pense que voilà, il y a un moment donné, c'est exactement la dernière citation m'a beaucoup plu, parce que voilà, par rapport au lâcher prise, j'ai un petit travail à faire manifestement. Et voilà, même quand je sais que je ne contrôle rien, j'essaye quand même. On ne sait jamais. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, bon, la notion de lâcher prise, on est tous dans cette volonté de contrôle. Et cette contrôle, en fait, c'est la peur de ne pas être capable au moment de faire face à la situation. Donc, quand on travaille là-dessus, on se rend compte, l'important, c'est de pouvoir, bon, ce qu'on fait en coaching ou en atelier comme ça, c'est de se rendre compte en fait que si on peut avoir accès à toutes sortes d'autres potentiels que vous avez en vous, Hélène, mais que vous n'avez pas l'habitude de mettre en place, et donc vous pensez qu'en anticipant et en contrôlant, ça va aller. Ce qui d'ailleurs en fait ramène du stress, parce que quand on contrôle quand même, on est quand même dans un mode de stress. Alors que quand on lâche prise et qu'on se dit, OK, je pense qu'au moment, je peux me faire confiance et je vais trouver la solution, face à la situation. Donc, on a Véronique qui, comme moi, dit que c'est pas facile pour elle de lâcher prise. Et on a Marielle qui nous dit pas vraiment du stress, mais plutôt de l'agacement avec certaines personnes avec lesquelles je travaille, des réunions qui ne sont prévues que pour 1 heure, qui finalement durent 2 heures, des collègues qui voient toujours tout en noir, le verre à moitié vide, etc., etc. Oui, ça c'est alors le lâcher prise. Je crois que franchement, j'allais dire le mal du siècle. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et qui par contre se travaille bien en fait, parce que c'est un mélange effectivement d'intelligence émotionnelle, de notre prise de conscience de nos capacités, de notre confiance en nous, et puis par rapport à ce stress en fait. Donc petit à petit, on se rend compte que en fait qu'on peut être très à l'aise dans ce lâcher prise en fait. Que l'autocontrôle, en fait, pour le coup, ça rajoute vraiment un stress de vouloir contrôler et d'avoir une mainmise sur quelque chose, en fait. Donc, on est toujours en train de rajouter du stress ou du stress. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant à travailler. Et l'agacement sur certaines personnes, alors il y a beaucoup de choses à faire là, en fait, c'est un peu cet optimisme, en fait. C'est ce que je vous disais par rapport au sourire. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment on réagit par rapport à ça. Parce que l'idée, ça vient dans ce niveau d'assertivité parfois et d'ailleurs de leadership, c'est de se dire, voilà, de réagir complètement à l'inverse de ce que l'autre fait. Plus vous êtes agressé, plus vous allez sourire, plus vous y avoir d'urgence, plus vous allez être patiente. Et en fait, d'avoir cette espèce de contre-miroir, eh bien, ça permet aux autres, tout le monde, de baisser de tension et donc d'être dans une dynamique beaucoup plus positive.
Est-ce que j'en revenais sur le sourire, en fait? Après, vous savez, ça c'est aussi de l'assertivité sur des réunions, de pouvoir à un moment donné demander et exprimer effectivement la nécessité d'avoir un ordre du jour plus cadré et de respecter effectivement les horaires pour que ben, vous puissiez, vous, avoir vos rendez-vous et faire face à vos rendez-vous derrière, hein. Alors, c'est des situations difficiles, hein, ça c'est vraiment effectivement comment je peux m'exprimer, comment je peux faire passer ces messages qui sont désagréables, que je ne dis pas parce qu'ils sont désagréables et que cette émotion désagréable, je n'ose pas y faire face. Donc du coup, je l'enfouis, je la contrôle, mais bon, par contre, elle va déterminer tout mon après-midi parce que, je vais passer de 1 heure à 2 heures et pendant 1 heure, mon stress va augmenter et après, donc, je vais être moins efficace dans mon travail parce que je serai dans cette situation de stress. Et d'ailleurs, il n'est pas dit que vous ne soyez pas que vous soyez la seule à penser comme ça, et que peut-être en fait, si vous évoquez avec, je dis bien les bons mots, hein, dans la meilleure façon, le problème de la réunion, eh bien vous allez soulager toutes les autres personnes autour qui vont aller dans votre sens. Mais on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut pas peut-être pas utiliser on n'est peut-être pas en mesure d'utiliser les bons mots au moment où le stress est à son comble. Il faut peut-être avoir attendu d'être, un peu redescendu Oui. pour que ces bons mots viennent. Parce que souvent, en fait, on ne le dit pas parce qu'au moment où le stress est à son comble, là, on n'a pas la capacité à trouver les bons mots, quoi. C'est exactement ça en fait. Alors c'est aussi que quand on va s'exprimer en faisant des reproches à l'autre, alors que l'idée c'est de parler de soi et de parler de son émotion en fait. En disant par exemple, écoute, je suis très ennuyée, là en fait moi je sens que je me sens inquiète parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure qui est très important pour moi, voudrais terminer 10 minutes avant pour pouvoir le préparer au mieux, recevoir ce client. Donc, j'aurais besoin effectivement que cette réunion termine à l'heure. Est-ce qu'on peut l'envisager comme ça? Ou alors vous me permettrez bien de devoir m'absenter si effectivement la réunion n'est pas complètement terminée. Du coup, Ghislaine qui réagit en fait en disant un petit peu cette idée, de cercle vicieux parce que, on a du stress parce qu'une situation, par exemple de chômage à cause de la crise, qui engendre de l'incertitude, de l'inquiétude. Cette incertitude, cette inquiétude font une perte de confiance en soi qui lui-même Oui. génère à nouveau du stress et voilà et c'est difficile de sortir du coup de ce cercle. Ouais. Et c'est là où effectivement il y a cette espèce d'engagement à prendre vis-à-vis de soi et de mettre en place ce qu'on appelle un peu cette daily routine, hein, la routine journalière pour se mettre dans une dynamique positive et ne pas rentrer dans ce cercle vicieux de ces pensées cognitives qui vont tourner, tourner, tourner en boucle et qui vont émotionnellement nous stresser et nous perdre en fait, hein. Donc c'est vrai que ça demande donc une certaine discipline aussi, mais quand je dis discipline, c'est aussi comment dire, insérer en fait des moments de plaisir, hein, parce que il y a une notion qui est très importante, moi je trouve, parce que à partir du moment où on est dans un niveau de stress, ça veut dire clairement c'est notre cortisol qui est au maximum, hein, c'est l'hormone du stress. Donc si on veut retrouver cet équilibre, ça veut dire qu'il faut avoir d'autres hormones d'adrénaline, de dopamine, effectivement, qui soient favorables en fait. Et tout ça, ça vient avec le plaisir. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut, dans votre organisation saine de travail, de journée, c'est alterner des moments effectivement alors peut-être de recherche de travail, de formation ou ce que vous faites, et tout en même temps faire des choses qui vous nourrissent. Pour combattre le stress, en fait, ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est de nourrir en fait ce qui nous porte. Voilà. Donc c'est quand on nourrit ce qui nous porte qu'on sera en meilleure disposition pour lorsque l'on sent le stress arriver, se dire ok, je sens que ça arrive, ça ne me plaît pas trop, mais bon, c'est bon, pour le moment, tout va bien. Là, tout de suite, tout se passe bien. Et donc, je vais voilà, poursuivre envisager cette situation. Après, on peut mettre, si la situation se présente, là, on fait quelque chose de très structuré et de reposer par écrit quelle est la situation, quel est le problème, quelles sont les solutions. Et là, vous voyez, on n'est pas dans une construction de pensée cognitive. On va chercher de l'information, on analyse. Donc, on pose les choses et quand on fait ça, en fait, on pose son stress. Quelque chose de très essentiel aussi, si on peut pas. Écrivez tous les jours. Écrivez votre stress, nourrir. Je crois que c'est Einstein qui disait effectivement les personnes négatives ont un problème derrière chacune de vos solutions.
Voilà, les personnes positives, on va essayer de trouver des solutions. Et donc, c'est effectivement ça quand on travaille en analyse neurocognitive, en approche neurocognitive et la comportementale. C'est bien de se rendre compte qu'en fait, on a été conditionné par une éducation, une instruction, un environnement, et puis d'ailleurs une entreprise qui nous maintient également comme ça dans un type de fonctionnement. Et qu'en fait, on peut se rendre compte que non, il est possible de passer en intelligence adaptative et de trouver d'autres façons de fonctionner réellement. C'est-à-dire qu'on peut décloisonner, déstructurer ce que l'on nous a, notre conditionnement en fait. Et on va être très surpris de se rendre compte de notre capacité à faire et à envisager les choses différemment en fait. Alors, on a Véronique qui nous dit que se nourrir, nourrir de ce qui nous porte, OK et voilà. Mais Oui, par contre, le stress a tendance à diminuer ouais. grandement justement ces choses-là, les belles choses, on va dire, en ce qui la concerne. Et Marielle disait qu'il y avait aussi la possibilité, comme dans son cas à elle, d'avoir son stress, d'en avoir conscience et cetera, mais sans pour autant le transmettre, aux personnes. Oui, alors il y a deux choses. Dans le premier, en fait, effectivement, ça veut dire que quand vous nourrissez ce qui vous apporte, c'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement dans l'instant présent. Alors ça paraît, c'est vrai que c'est un vrai travail, on est très rarement dans l'instant présent. On est très rarement en train de penser à faire ce que l'on fait, à prendre du plaisir sur ce que l'on fait, que ce soit d'être en train de faire de la cuisine, que ce soit d'être en train de lire un livre. Combien de fois vous lisez un livre et qu'arrivé au bout du paragraphe, vous êtes rendu compte que vous étiez en train de penser à autre chose et qu'il faut le reprendre. Quand vous jardinez, quand vous marchez, vous faites une balade, vous faites un footing, est-ce que vous êtes en train de regarder les arbres, de vous dire tiens il fait beau, qu'est-ce que c'est agréable ce vent, est-ce que vous êtes voilà, dans cette prise de conscience et ces sensations, ou est-ce que vous êtes en train de vous dire ok, alors là je termine mon footing, quand je rentre vite je prends ma douche, là je fais ça, avant la télé je fais ça, puis du coup bon je prépare, ah oui il faut que je prépare ça pour demain. Voilà, donc c'est là en fait cette façon de se déconnecter, d'avoir des moments où on est vraiment dans ce que l'on fait, quel que soit ce qui va du plaisir. Et le plaisir, ce n'est pas forcément des grandes choses, mais c'est par contre être vraiment en train de ressentir ce que l'on fait à ce moment-là et de nourrir cette émotion. Parce que quand vous dites qu'en fait vous nourrissez votre stress, c'est parce que voilà, il faut que cette émotion positive, vous la viviez suffisamment forte dans vos cellules pour que vous puissiez la mettre en avant dans vos situations de stress. Et non pas que ce soit le stress qui domine en fait. Et c'est tout à fait possible, mais c'est vraiment un travail, en fait, voilà. Alors, j'aime pas tellement le travail, mais c'est une volonté, à un moment donné, de se poser, se dire, OK, je suis là dans ce moment-là, et jusque-là, tout va bien, en fait. Et là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais juste... mais même, vous pouvez être tout simplement en train de... Alors, que ce soit cuisiner, que ce soit même vous ranger, je sais pas, votre maison, vous rangez vos placards, là, c'est un peu ménage de printemps, je ne sais, mais plutôt que de se dire, voilà, bon, ménage de printemps, côté désagréable, mais plutôt, tiens, je vais réorganiser mes placards et ça va me faire plaisir. Qu'est-ce qui me fait plaisir dans ce que je fais? Ça, c'est un truc, effectivement, d'intelligence émotionnelle qu'on travaille beaucoup, c'est d'aller voir qu'est-ce qui nous nourrit vraiment. Donc, c'est ce qui est un travail, parce qu'on est peu à savoir qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir, et de savoir comment on peut utiliser donc, cette ressource-là pour la mettre dans les situations qu'on aime moins faire, pour justement faire en sorte que celle-ci soit aussi quand même suffisamment agréable pour qu'on les fasse et qu'on ne les repousse pas ou qu'on n'y vive pas justement avec beaucoup de stress en fait. Donc il y a toute cette partie effectivement émotionnelle et puis il y a des moments où il suffit juste de casser cette émotion parce que pourquoi est-ce que telle situation nous génère du stress? Peut-être parce qu'en fait elle fait référence à une situation de notre vie précédente et que bon, il faut juste l'évacuer et puis se dire mais non en fait je peux la regarder sur une autre. Ce qui est arrivé une fois n'a pas besoin de se dupliquer en permanence dans notre vie. Oui. Véronique vous remercie pour vos précieux conseils. Ah non, mais moi je trouve ça génial parce qu'à chaque fois on repart avec plein de bonnes idées, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant. Moi je me reconnais complètement dans le livre où on arrive à la fin de la page, je me rends compte qu'en fait je pensais à tout sauf à ça. Enfin voilà, je pense que je ne suis pas beaucoup dans l'instant présent. Donc, donnez-vous, après, en fait, l'idée, c'est aussi de prendre un engagement vis-à-vis de soi. Quelle est la petite chose que vous pouvez changer? Quel est le petit pas que vous pouvez faire? Alors que ce soit en vous disant, tiens, je fais une pause toutes les 3/4 d'heure, tiens, je démarre la journée avec... vous savez aussi, parfois, il y a plein d'astuces, alors qui peuvent paraître comme ça très superficielles. Mais en fait, pourquoi elles seraient plus superficielles
que toutes ces phrases négatives qui tournent en boucle dans notre tête. Donc, si on démarre avec un mantra toute la journée en disant quand on sort de la maison, mais je sors avec le sourire, voilà, ce genre de choses, rien que ça, afficher un sourire à longueur de... Alors, vous allez me dire, je ne vais pas sourire bêtement non plus toute la journée, je vous l'accorde, mais quoique ça pourra faire rire au moins, et alors le rire, c'est très très important en ce moment. Non, mais par contre, pour vous, je vous assure que sourire dans l'adversité en fait, sourire dans la difficulté, vous allez voir que vous allez être capable de dire, ok, là, ça se présente mal, bon, ben, au lieu d'être en panique, souriez, et vous allez voir, vous dire, ok, alors maintenant, je vais être capable de faire. Et ça, par contre, très rapidement, c'est un cercle vertueux, c'est de se rendre compte que ben là, j'ai suggéré cette situation plutôt que de m'affoler ou de m'agacer. Et puis, du coup, je vais savoir en gérer d'autres. Et puis voilà, et ça s'enchaîne. Et c'est vraiment pour la personne qui disait effectivement la question de prise de conscience en soi, confiance en soi. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses effectivement qu'on peut faire. Donc, plus facile à faire quand on est accompagné aussi parfois, hein, mais... Tout le monde vous remercie et donc il y a Marielle qui nous dit qu'il faut éviter de culpabiliser à prendre du bon temps et qui lance, et je crois que c'est une très belle conclusion, Marielle, une idée pour un prochain webinaire, un webinaire sur la confiance en soi. À chaque fois, on sort du webinaire avec l'idée du prochain. C'est parfait. Écoutez, merci à tous pour votre écoute. Et puis voilà, prenez un engagement avec vous à la fin de ce webinaire, prenez une chose et voilà, et faites-le tous les jours, une petite chose. Vous savez, c'est pas à pas. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous, Hélène. Merci à tous d'être présents et puis je vous souhaite une excellente journée.